Quelque chose bouge au bord des joncs, c'est des bécassines des marais. Ces 4 petites bécassines sont venues au plan d'eau à Reichshofen pour se nourrir en attendant un futur envol vers les régions littorales de France. Les bécassines fréquentent les zones humides. La bécassine se nourrit de petites larves, de vers de terre, de petits mollusques. Avec son long bec d'environ 7 cm, elle sonde la vase pour débusquer ses petites proies. Son plumage rayé et tacheté de brun, de roux et de noir leur assure un excellent camouflage. Pendant l'été, elle vit principalement dans le nord de l'Europe, leur zone de nidification. Elle migre vers des régions plus douces, en Europe de l'Ouest, pour y passer la période d'hivernage. C'est une espèce en déclin. Elle devrait être retirée de la liste des espèces chassables. Le petit gravelot, un petit oiseau dont l'habitat se trouve au bord des rivages côtiers, les dunes, le sable et le gravier. Il pond ses œufs à même le sol au fond d'un petit creux. Il prend des risques car la montée des eaux peut détruire sa couvée. Il migre aussi à l'intérieur des terres, sur les rives des lacs, des gravières et des étangs comme ici au plan d'eau à Reichshofen. Il picore des petits crustacés, des vers, des petits mollusques et insectes. Les gravelots sont protégés par la loi sur l'ensemble du territoire français. En hiver, ils migrent vers les côtes et les îles de la Méditerranée, ou plus loin. La bergeronnette grise et la bergeronnette printanière sont des habitués du plan d'eau. Elles longent les berges en faisant des soubresauts et en hochant la queue. Mais on ignore pourquoi. Elles se nourrissent essentiellement de mouches, moustiques, fourmis et coléoptères. La maman bergeronnette continue à nourrir ses grands oisillons gourmands après la sortie du nid. Ce sont des petits oiseaux qui migrent tous les ans vers différentes zones humides, qui leur sont nécessaires pour leur équilibre et leur développement.
Les bergeronnettes qui ont hiverné dans le sud, en Espagne et au Maroc, ou plus au sud encore, sont désormais de retour chez nous et dans le nord de l'Europe, leurs aires de nidification. Pour le martin-pêcheur, les cours d'eau, les étangs, les lacs avec de l'eau claire peu profonde riche en petits poissons sont favorables à son développement. Il chasse avec une technique bien rodée. Il se place sur un perchoir qui surplombe l'eau. De là, il observe attentivement pour repérer sa proie. Dès qu'il localise un petit poisson, il plonge à une vitesse incroyable. Cette fois-ci, il s'est trompé de cible. Le poisson était un débris végétal. Le piqué est si rapide et précis que le poisson est surpris et n'a pas le temps de réagir. Après la capture, il remonte sur son perchoir pour consommer sa proie. Le martin-pêcheur est un oiseau multicolore. On le surnomme souvent la flèche bleue en raison de son vol rapide au ras de l'eau. La pollution de l'eau est une menace pour lui, car en tant que piscivore, il se nourrit principalement de petits poissons. Il a besoin d'une eau propre et poissonneuse. Les hivers très froids peuvent entraîner une forte mortalité, car la glace l'empêche de pêcher. La rousserolle effarvate se cache, niche et se protège dans les roseaux qui forment des barrières denses contre de nombreux prédateurs. C'est une grande migratrice qui va passer l'hiver sur le continent africain au sud du Sahara. Le chant du bruant résonne dans les roseaux, où il trouve protection, gîte et couvert. L'hiver a figé le lac sous une épaisse couche de glace. Mais là où la rivière se jette dans le plan d'eau, la vie se maintient grâce au courant. L'eau vive lutte avec force contre le gel. C'est dans ce refuge providentiel que se rassemble un petit peuple de canards, forcés à une cohabitation pacifique par la rigueur de la saison. Les colverts, robustes et familiers, prompts à s'envoler au moindre frémissement de l'air. À leur côté, glissent avec vivacité les sarcelles d'hiver, les plus petits canards d'Europe. Un peu plus à l'écart, là où le courant se fait plus calme, mais l'eau plus profonde, flotte le harlebièvre, un canard plongeur principalement consommateur de poissons. Autour de ce point d'eau salvateur, les volatiles trouvent encore de quoi se nourrir. Parfois, un canard s'aventure maladroitement sur la glace, glissant d'un pas incertain avant de replonger dans l'eau courante. La foulque macroule niche dans les roselières. Elle construit son nid avec des branchages et matières végétales, posées sur une souche ou des végétaux à la surface de l'eau. Chez les foulques macroules, on s'organise pour élever les poussins. Le premier parent prend en charge les premiers-nés. Il les emmène sur l'eau pour leur apprendre à nager et commence à les nourrir. Le second parent reste au nid pour finir de couver les derniers œufs. Une fois que tous les œufs sont éclos, les parents divisent la fratrie en deux. Chaque parent s'occupe exclusivement de son groupe.
Comme les poussins ne savent pas plonger pour chercher leur nourriture, les adultes passent leur journée à plonger pour ramener des algues, des plantes aquatiques, des petits insectes qu'ils distribuent directement de bec à bec. La poule d'eau est un petit oiseau d'eau très commun, de la taille d'un pigeon, que l'on croise facilement au bord des étangs, dans les mares et même dans les bassins des parcs urbains. Quand elle nage, elle avance par saccades, en remuant continuellement la tête. Elle passe ses journées à picorer un peu de tout, des herbes aquatiques, des graines, des baies, mais aussi des insectes, des vers et parfois des petits têtards. Contrairement au canard, elle n'a pas les pattes palmées, mais ses longs doigts lui permettent de marcher sur la vase et la végétation flottante sans s'enfoncer. Le grèbe huppé est un chasseur redoutable et un plongeur hors pair. Sa technique de chasse repose sur la poursuite active sous l'eau. Le grèbe commence par nager tranquillement à la surface, la tête souvent inclinée pour observer ce qui se passe sous l'eau. Grâce à sa vue perçante, il repère sa proie. Dès qu'elle est ciblée, il effectue un petit saut vers l'avant pour basculer et s'enfoncer sous l'eau de manière très fluide. Sous l'eau, le grèbe est une véritable torpille. Ses pattes sont positionnées très en arrière de son corps, ce qui lui permet une propulsion surpuissante sous l'eau. Il peut changer de direction instantanément. Il chasse généralement à des profondeurs de 4 à 6 mètres et peut rester en apnée pendant près de 3 minutes. Une fois le poisson capturé, il remonte à la surface pour le manipuler et l'avaler la tête, la première, afin que les nageoires ne se bloquent pas dans sa gorge. La saison de reproduction commence au printemps. La femelle construit un nid au sol, souvent à l'abri sur une île. Elle couve souvent seule les œufs, mais le mâle veille à proximité et protège le territoire contre les intrus. Les couples restent fidèles pendant toute leur vie. Dès qu'ils quittent le nid, les oisillons se nourrissent de graminées et de plantes herbacées dans les prés et le long des rivages. Elles se reproduisent en grand nombre et entrent en concurrence avec la faune aquatique locale, qu'elles repoussent car leur comportement est agressif.
introduite en Europe au XVIIe siècle comme oiseau d'agrément. L'oie bernache, avec sa grande capacité d'adaptation, a fini par s'installer un peu partout. Alors qu'elle était classée comme espèce protégée, elle est désormais considérée comme espèce exotique, envahissante. Un long cou noir et des joues blanches donnent à l'oiseau une certaine élégance. Ces oies majestueuses font maintenant partie intégrante de nos zones humides. Les oies d'Égypte sont reconnaissables aux anneaux marrons qui entourent leurs yeux et aux pattes roses. Elle est originaire d'Afrique subsaharienne et de la vallée du Nil. Dans l'Égypte antique, elle était vénérée et apparaissait souvent sur les fresques. Elle a été, elle aussi, introduite en Europe pour agrémenter les parcs et jardins. Elles se sont parfaitement acclimatées et l'espèce s'est répandue sur le continent européen. La matinée d'une oie d'Égypte commence toujours par le nettoyage et l'aération du plumage. Puis le bain, plonger la tête sous l'eau. Enfin, se nourrir avec de l'herbe, des graines et des jeunes pousses. La fidélité est de mise. Les couples se forment et restent ensemble pendant toute leur vie. Comme elle est très territoriale et agressive, elle n'hésite pas à attaquer les oiseaux autour d'elle et à les déloger de leur nid. En groupe, elles peuvent causer des dégâts dans les cultures et souiller les pelouses des parcs urbains avec leur déjection.
Le cormoran a vu sa population exploser en Europe, grâce aux mesures de protection dont il bénéficie depuis les années 70. Un cormoran adulte consomme en moyenne 400 à 500 grammes de poissons par jour, multipliés par des colonies de plus en plus nombreuses sur les fleuves, les rivières et les étangs. Le prélèvement total sur la faune aquatique peut être considérable. Le cormoran est toujours un oiseau protégé au niveau national. Cependant, les autorités accordent régulièrement des autorisations de tir de l'oiseau pour protéger les bassins d'élevage des professionnels de la pisciculture. C'est l'une des postures la plus caractéristique de cet oiseau. Perché sur une branche au bord de l'eau, immobile, les ailes grandes ouvertes face au vent ou au soleil. Le cormoran déploie ses ailes pour les faire sécher, car son plumage n'est pas totalement imperméable. Grâce à son plumage perméable, il peut mieux plonger. C'est un énorme avantage pour la chasse sous l'eau. Sans air emprisonné dans ses plumes, il ne flotte pas comme un bouchon de liège, ce qui lui permet de plonger vite et sans effort pour poursuivre les poissons. Une fois sorti de l'eau, le séchage est obligatoire, car il est totalement détrempé et lourd. Le cormoran se nourrit quasi exclusivement de poissons. C'est un oiseau piscivore. Mais quand le poisson vient à manquer, il diversifie son menu. Il peut manger des crustacés, des amphibiens, des mollusques. Mais s'il a le choix, il choisira toujours un bon poisson. Le balbuzard pêcheur est un piscivore, car les poissons sont à la base de son régime alimentaire. Il repère ses proies lors de vols au-dessus de grands lacs, rivières et fleuves. Il plane avant de plonger pour capturer le poisson. Pour le balbuzard, c'est un apprentissage plus ou moins long que d'attraper une proie sous la surface de l'eau. Au début, il rate souvent sa cible, mais le retour d'expérience lui permet de devenir un pêcheur efficace de carpes, de tanches, de gardons. Le balbuzard niche en Europe et passe l'hiver en Espagne ou en Afrique du Nord. C'est un rapace qui bénéficie d'une protection totale sur le territoire français. Il est interdit de le capturer et de dégrader son habitat. Le héron cendré est l'un des grands échassiers les plus communs d'Europe. Il se reconnaît au premier coup d'œil grâce à sa silhouette élancée et son plumage teinté de gris, de blanc et de noir. C'est le maître de l'étang. Sa technique de chasse est un modèle de patience. Il peut rester planté des heures dans l'eau, parfaitement immobile, longtemps chassé pour sa chair considérée comme un mets royal au Moyen Âge, ou parce qu'il était vu comme un concurrent par les pêcheurs. Ses populations avaient fortement décliné. Depuis sa protection totale en France dans les années 70, le héron a recolonisé tout le territoire.
Son vol est lent et lourd, mais puissant. Il mesure environ 1 mètre de haut pour une envergure qui peut atteindre jusqu'à 1,95 m. Il vole le cou replié et les pattes tendues vers l'arrière. L'aigrette est la silhouette blanche des étangs et marais. Elle captive le regard par la pureté de son plumage et par son élégance. L'aigrette est la ballerine des zones humides. Elle se nourrit principalement de poissons, de grenouilles. Cependant, il n'est pas rare de la voir au milieu d'un champ, où elle chasse les petits rongeurs et les insectes.